Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je me présente, je suis Alan Poulain, je travaille au Tilleul en tant que développeur, consultant, et je fais également partie de la core team API Platform, et j'ai notamment contribué les composants GraphQL et MongoDB d'API Platform. Je m'occupe également pas mal d'API Platform Admin, et donc ce soir, pour la sortie de la version 2.6, je vais vous parler des nouveautés de ces composants et d'API Platform Admin. Alors d'abord, un rappel ou sinon je vous présente comment utiliser GraphQL dans API Platform. La première chose à faire pour utiliser GraphQL, c'est d'ajouter en dépendance le paquet Webonix GraphQL PHP, qui est un peu le paquet de référence pour gérer GraphQL en PHP, et évidemment, c'est celui qu'utilise API Platform. Donc, une fois que vous l'avez require avec Composer, et ben c'est bon en fait. Vous avez déjà tout configuré. Et après, c'est de l'API Platform classique. Donc là, typiquement, vous voyez la nouvelle manière de faire avec PHP 8, avec les attributs. Donc vous créez une classe et vous rajoutez l'attribut API ressources. Et théoriquement, tout va bien. Alors comment ça marche? En fait, dans API Platform, il y a un objet qui est construit qui s'appelle ressource metadata et qui va contenir toutes les informations, notamment obtenues grâce à la réflexion de la ressource. Et en fait, le sous-système GraphQL d'API Platform se sert de ces ressources, de ces métadatas, via le schéma Builder pour construire un objet GraphQL Schema. Voilà, donc c'est vraiment le fonctionnement de base du sous-système de GraphQL. Et donc, avec ce schéma, en fait, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'introspection. Euh, donc c'est quelque chose qui est très puissant, ça, dans GraphQL, et qui permet vraiment d'aller chercher toutes les informations dans le schéma, toutes les informations qu'on veut sur les types, sur les champs, sur les noms des champs. Et donc voilà, typiquement là, vous avez une query GraphQL d'introspection. Et le genre de résultat qu'on obtient, donc là, par exemple, en ayant ajouté la ressource book avec deux champs, ID et title, on peut faire cette query d'introspection et récupérer ces informations-là. Donc ça, c'était pour la partie vraiment construction du schéma GraphQL et introspection. Et après, dans GraphQL, ce qu'on va vouloir faire, c'est donc faire des queries pour aller récupérer les données, des queries et des mutations. Là, je vais juste présenter les queries, mais c'est à peu près la même chose pour les mutations. Et pareil, c'est un schéma simplifié de comment fonctionne le système GraphQL dans API Platform. Donc typiquement, vous avez une query. Ensuite, il y a un exécuteur qui va donc exécuter cette query en se servant de ce qu'on appelle des résolveurs. Et les résolveurs, eh ben, en se servant des informations de la query, ils vont récupérer les informations via notamment des data providers, ce qu'on appelle dans API Platform, et pour retourner le résultat. Donc il va y avoir par exemple un résolveur pour les items, un résolveur pour les collections, un résolveur pour les mutations, etc. Donc vraiment, ça c'est le schéma simplifié. Donc typiquement, voilà un exemple de query GraphQL dans API Platform, enfin de query GraphQL tout court. Donc on a un book, on lui donne un ID,
et on récupère les champs ID et title. Vous voyez au passage que pour l'ID, on utilise, ça c'est spécifique à API Platform pour le coup, on utilise les IRI des ressources comme REST en fait. Et donc ça, ce sont les données qu'on récupère. Donc c'est en GraphQL, hein, c'est du JSON. Et donc dans le sous-système aussi, il y a une gestion de la pagination. GraphQL, la spécification GraphQL, en fait, propose par défaut, d'avoir une pagination par curseur. Et donc, c'est ce qui a été fait en premier dans API Platform. Donc là, vous avez un exemple de pagination par curseur. Donc, on demande les 10 premiers livres. Voilà, juste le title. On obtient ce genre de réponse, donc avec des edges et des nodes, et avec le fameux curseur. Et le curseur, en fait, c'est ce qui va permettre de récupérer on va dire, le batch suivant. Donc là, typiquement, après avoir récupéré les 10 premiers livres, on veut récupérer les 5 suivants en se servant du curseur qu'on a récupéré dans la réponse de la requête précédente. Alors, il y a beaucoup d'avantages à utiliser le curseur, notamment pour tout ce qui est concurrence, gestion des requêtes concurrentes. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple à utiliser dans du code. Et on est quand même plus habitué à la pagination par page. Et donc, dans la version 2.6 d'API Platform, on peut maintenant faire également de la pagination par page. Alors, il faut l'activer spécifiquement sur la ressource. Et donc, en donnant voilà, pagination type à page. Et quand on l'active, eh ben, ça nous permet de faire ce genre de query. Donc, on va passer en fait une page voilà, en argument et un nombre d'items par page. Et on a accès à quelque chose qui s'appelle pagination info et qui va permettre de récupérer un certain nombre d'informations, comme par exemple savoir si c'est la dernière page ou pas. Donc voilà, voilà pour la pagination par page. Alors une autre grosse nouveauté de API Platform 2.6 pour la partie GraphQL, c'est la gestion des subscriptions GraphQL. Alors c'est un concept de GraphQL qui permet de s'abonner notamment aux mises à jour de données. Et donc dans API Platform, on s'est servi de Mercure, puisqu'il y a déjà un support de Mercure. Et donc on a introduit Mercure dans GraphQL avec les subscriptions. Donc, pour l'activer, c'est très simple. Il faut exactement le même attribut que pour activer Mercure, tout simplement. Donc, voilà, on met un booléen Mercure à true. Et quand on a fait ça, on a accès aux subscriptions de GraphQL. Donc là, vous voyez un exemple donc, qui suit le standard. Donc voilà, donc là, on va souscrire aux mises à jour du livre qui a comme IRI Books 1 et on va vouloir récupérer les champs mis à jour, enfin le champ mis à jour title. Et on a donc du coup une donnée là pour le coup qui est assez liée à Mercure, qui est Mercure URL et qui va permettre côté front de recevoir en temps réel les mises à jour. Donc ça c'est vraiment du Mercure pur. Je vous invite à regarder le site internet mercure.rocks pour plus d'informations. Mais en gros, on utilise Event Source pour aller récupérer les pushes de Mercure en temps réel.
Petite nouveauté, pour GraphQL aussi. Avant, il n'y avait pas la gestion des noms sérialisés. Donc ça, c'est une fonctionnalité du serializer de Symfony qui s'appelle Serialized Name et qui permet en gros de changer le nom sérialisé qui est renvoyé voilà, quand on sérialise euh, une donnée. Donc là, typiquement, plutôt qu'utiliser brand, on va vouloir que ça soit car brand qui soit renvoyé. Donc ça fonctionnait en REST, ça fonctionnait pas en GraphQL. Donc maintenant, en GraphQL, ça fonctionne. Donc typiquement, quand on utilise serialized name, maintenant on peut demander car brand au lieu de brand. Alors, pour API Platform 2.6, il y a eu pas mal de changements dans la gestion d'erreurs de GraphQL. Ça a été assez revu pour, en gros, développer les fonctionnalités autour de la gestion d'erreurs. Donc là, pareil, schéma simplifié. Imaginons qu'il y ait une erreur qui est envoyée dans le code. Il y a un handler qui est défini dans le sous-système GraphQL pour gérer cette erreur et qui va faire appel au formateur pour voilà, formater correctement l'erreur. Et en fait, derrière, pour API Platform, ce formateur, c'est un normaliseur, donc du composant serializer de Symfony. Et donc en fait, derrière, c'est du classique. Ça va appeler normalize pour obtenir un arrêt qui représente l'erreur. Donc voilà comment ça fonctionne dans API Platform. Et donc le fait d'avoir cette architecture, ça permet un certain nombre de choses. Première chose, ça permet de décorer très facilement l'error handler. Donc là, typiquement, on a décoré l'error handler en implémentant l'error handler interface. Et on va pouvoir, en fait, faire un certain nombre de choses sur les erreurs qu'on reçoit. Et notamment, on va pouvoir les loguer, par exemple, ou bien on va pouvoir les filtrer euh, si on ne veut pas de certaines erreurs. Et au passage, vous voyez qu'il y a le formateur qui est donné en paramètre. Et donc, l'avantage aussi d'utiliser un normaliseur en tant que formateur, c'est que on va pouvoir définir des normaliseurs personnalisés. Donc ça, c'est du Symfony, hein, c'est comment on crée des normaliseurs personnalisés. Et donc dans la méthode support normalization, on va regarder si l'instance c'est erreur et si du coup c'est une erreur, c'est une exception euh, enfin, de chez nous par exemple. Donc là c'est my exception. Et on va pouvoir dans la méthode normalize formater l'erreur comme on le souhaite. Et si possible, pour respecter le standard GraphQL, on va le mettre dans un tableau qui s'appelle extensions, où on va pouvoir en fait rajouter un peu ce qu'on veut. Donc là, il y a un exemple d'erreur quand il y a un problème, quand il y a une erreur de validation. Donc typiquement, on fait une mutation pour créer un nouvel objet. Donc là, je crois que c'est un book, voilà, pour créer un book. Et on a rajouté de la validation sur le title pour l'empêcher d'être vide, par exemple. Et donc ça, c'est le genre d'erreur qu'on va se recevoir voilà, quand on fait la mutation. Et alors la particularité, c'est que vous voyez dans Extensions, il y a un certain nombre de données supplémentaires, comme le code d'erreur, en fait, le status. Donc ça, en fait, finalement, c'est le statut qu'on aurait reçu, le code HTTP qu'on aurait reçu avec REST. Donc on le met à ce niveau-là. Et également le tableau des violations. Vous voyez au passage qu'il y a également un debug message et une trace.
Donc en fait, ça, c'est parce qu'on est en dev. En prod, il n'y aurait pas ni la trace, ni le debug message. Et on aurait également un message plus générique. Alors je crois que c'est pas le cas pour la validation, mais si c'était une exception, on n'aurait pas le contenu, on n'aurait pas le message de l'exception. On aurait un message générique, une erreur has occurred, quelque chose comme ça. Sauf pour la runtime exception, où là, en fait, il y a un normaliseur spécifique pour la runtime exception qui permet d'avoir le vrai message. Et donc, par défaut dans API Platform, il y a deux normaliseurs spécifiques. Il y en a un pour la validation, donc pour gérer les validation exceptions. Donc, il rajoute, comme on a vu, le statut et les violations. Et on en a un spécifique pour tout ce qui est HTTP exception. Donc en fait, ça permet de rajouter les codes d'erreur qu'on aurait eu en REST. Donc les 404, je sais pas, les 403, voilà. Euh, Ça permet d'avoir ces codes d'erreur-là. Donc là, on a fait un peu le tour pour les nouveautés dans le sous-système GraphQL d'API Platform 2.6. Euh, pour MongoDB, je vais vous parler un tout petit peu de MongoDB maintenant. Euh, donc dans API Platform 2.6, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. La seule nouveauté qu'il y a, c'est donc la gestion de Mercure. Donc c'était déjà géré dans API Platform 2.5 pour Doctrine ORM. Et maintenant, c'est aussi géré dans dans API Platform 2.6 pour Doctrine MongoDB ODM. Donc oui, pour rappel, API Platform gère aussi MongoDB, donc les bases de données orientées documents. Et donc voilà. Et pour finir, je vais vous parler des nouveautés dans API Platform Admin. Alors les releases de API Platform Admin sont un petit peu décorrélées de API Platform Core notamment et de la distribution API Platform. Donc il y en a régulièrement. Et là, je vais vous présenter les quelques nouveautés qu'il y a eu des quelques dernières versions qui sont sorties. Alors, avant, donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est API Platform Admin? Donc, c'est un paquet JavaScript qui est basé sur React Admin et qui permet en fait de construire des back-office en fait de manière extrêmement rapide. En tout cas, comment dire, ça fonctionne très très rapidement parce qu'en fait, ça va se baser sur des données introspectées, notamment de ce qui est renvoyé par API Platform sous forme Hydra. Voilà. Euh, on va également rajouter le support d'OpenAPI. C'est pas encore très très bien géré, mais ça va l'être dans pas longtemps. Et donc ça permet en fait de se brancher à n'importe quelle API, pas forcément API Platform. Du moment qu'il y a une documentation Hydra qui est exposée ou une documentation OpenAPI, et ben en fait ça permettra de construire dynamiquement le back-office voilà, en fonction de cette documentation. Donc là, vraiment, c'est vraiment tout le code qu'il y a à écrire pour avoir un back-office fonctionnel. Évidemment, sans toutes les options de personnalisation. Il faut écrire dans ce cas-là un peu plus de code. Mais voilà, en tout cas, là ça fonctionne quand on écrit ça. Donc c'est du React, hein. Euh, et voilà le genre de choses qu'on obtient. Donc c'est du CRUD hein, assez classique, avec des filtres. euh, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveauté pour API Platform Admin? Une première nouveauté, c'était l'optimisation des requêtes avec le fameux problème n+1. Donc,
Je vais vous présenter le problème après dans la slide suivante. Mais pour activer cette fonctionnalité, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est côté back, donc côté API Platform. Il faut dire en gros qu'il y a un filtre de recherche sur le champ ID. Et en faisant ça, API Platform Admin va comprendre qu'il est préférable d'utiliser ce champ de recherche, ce filtre de recherche, plutôt que faire n requêtes pour aller récupérer les données. Donc typiquement, c'est quand on a par exemple, un book, un livre avec des auteurs. Donc on a une référence vers les auteurs. Et par défaut, API Platform Admin va aller chercher donc chaque référence, comme ça, une à une, des auteurs, pour aller récupérer les données à l'intérieur. Et si on veut éviter ça, eh ben, en rajoutant ce filtre de recherche, API Platform Admin ne fait qu'une seule requête avec tous les IRI dont il a besoin pour aller récupérer les données. Alors cette fonctionnalité, au passage, elle a été faite dans le cadre ce qui s'était appelé le Sustainable Digital Challenge, qui était organisé par API Days. Et donc, on a fait une collaboration entre Marblehub et Lettiol. Voilà, il y avait un projet à présenter à des examinateurs. Et donc, on a gagné voilà, le premier prix. Alors, c'était pas vraiment pour API Platform Admin, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est un outil qui s'appelle Argos, voilà, que je vous présente au passage. Et donc, cet outil, il permet de mesurer, en gros, la consommation énergétique d'une application en entier. Donc, comment dire, le front plus le back, plus le serveur, etc. Puisqu'en fait, il fait ses mesures avec Docker, en se servant de Docker. Et, donc, voilà, en fait, on a fait cet outil pendant le challenge pour mesurer les gains qu'apportaient en fait nos fonctionnalités, notamment donc à API Platform Admin et à React Admin, où il y avait un système de cache qui a été rajouté. Et donc cet outil est encore en cours de développement. Donc voilà, vous pouvez jeter un œil si ça vous intéresse. Donc voilà, Argos. Alors, une autre nouveauté dans API Platform Admin, c'est un support un peu plus, on va dire, standard, selon React Admin, des embedded. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec API Platform en servant des groupes de sérialisation. Donc là, typiquement, plutôt que d'avoir une référence à l'auteur, on a un embedded de l'auteur. Et en fait, c'était un petit peu compliqué avant de l'utiliser dans API Platform Admin. Et donc maintenant, ça a été simplifié. Alors, pour des raisons de compatibilité, il faut l'activer spécifiquement pour l'instant. Donc c'est dans le Hydra Data Provider. Il faut donner en quatrième paramètre un booléen qu'on met à true. Et donc ça permet d'activer cette fonctionnalité. Dans API Platform Admin 3, ça sera par défaut. Et donc quand cette fonctionnalité est activée, et ben en fait c'est très simple de l'utiliser. Donc on met un text field. Voilà, donc ça c'est un composant de React Admin. Et dans la source, on va utiliser la notation par point. Donc là, on va mettre auteur.firstname et, et on va pouvoir récupérer les données embedded. Alors, une autre nouveauté également, c'est le support de la pagination partielle. Donc ça, c'est donc pareil, c'est quelque chose qu'on active dans API Platform en mettant voilà, sur la ressource un pagination partial à true.
Et quand on fait ça, en fait, on ne va plus avoir les infos sur la pagination qui sont renvoyées. Donc, on va plus savoir combien il y a d'éléments au total dans la liste, où on en est, etc. Et donc, forcément, avant, ça marchait pas très bien avec API Platform Admin parce qu'il n'avait pas, je crois même, enfin, ça faisait des grosses erreurs. Et donc, maintenant, quand on active cette pagination partielle, API Platform Admin le détecte et remplace automatiquement voilà, le système de pagination par un système de pagination beaucoup plus simple, en gros, qui permet juste d'aller à la page suivante ou précédente. Voilà, on ne connaît plus le nombre total d'items, on ne connaît plus le nombre total de pages, mais on peut quand même paginer. Et la pagination partielle, je crois que c'est surtout utile pour quand il y a des collections, des listes très 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 longues. Ça peut poser des problèmes de performance d'avoir ce total, d'obtenir ce total et d'obtenir ces informations. Donc des fois on l'active pour gagner en performance. Alors, également une autre nouveauté. Alors, c'est c'est pas une nouveauté, comment dire, qui est très. C'est plus, comment dire, des améliorations. C'est limite du bug fix en vrai. En fait, avant, quand on rajoutait le support de l'authentification, on était obligé de recharger la page. Donc pour de vrai, un vrai rechargement de page, hein, pour prendre en compte cette authentification, parce que en fait, on était obligé de refaire l'introspection, euh, donc aller récupérer la documentation Hydra, euh, en étant authentifié. Et donc, voilà, c'était pas très élégant. Et donc, pour les nouvelles versions d'API Platform Admin, on a créé un hook qui s'appelle le Use Introspection. Et ce hook permet de demander à API Platform Admin de refaire sa phase d'introspection. Et ça permet d'éviter de recharger la page donc, quand on est authentifié. Donc là, c'est un petit composant qu'on utilise et qui permet en gros quand on n'est pas authentifié, on est redirigé vers la page de login. Et, et si on s'authentifie, et ben dans ce cas-là, il y a une introspection qui est faite. Et, euh, et du coup, on peut aller récupérer la documentation Hydra et puis du coup utiliser le back-office. Et pour finir, ça c'est tout récent. On a ajouté le support natif de l'upload de fichiers. C'est toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué, ça, de manière générale, de toute façon, l'upload de fichiers. Euh, donc, API Platform le gère côté back, donc avec API Platform Core, en se servant du bundle Vich Uploader. Donc, il y a une doc qui a été écrite voilà, pour l'activer. Et en fait, c'était un peu compliqué de le gérer côté API Platform Admin. Donc là, on a vraiment essayé de simplifier tout ça. Et en gros, donc quand on rajoute un champ file input, donc ça c'est un composant de React Admin, donc qui permet de gérer voilà, les fichiers. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne dans le back-office. Donc quand on rajoute ce composant-là, et ben, automatiquement, API Platform Admin comprend qu'on est dans le cas d'un upload de fichiers. Et donc plutôt que d'envoyer les données sous forme JSON-LD, il va automatiquement passer sur un envoi en forme data, en multipart form. Et, euh, et donc voilà. Et donc ça va marcher. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Donc là, on n'est plus sur du JSON-LD, on est sur du content type multipart form data. Et on voit qu'on a, dans les formes data, on a le fichier sous forme donc, binaire qui est uploadé et on a le champ name qui est également envoyé.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Merci.